Imaginez-vous, vous êtes une femme, vous êtes violée, frappée ou menacée de mort, vous allez porter plainte, parfois avec des preuves, et vous ne pouvez même pas poursuivre votre agresseur car un tampon est apposé sur votre dossier, classé sans suite. Ce n'est pas une fiction, c'est ce qu'il se passe dans 80% des cas lorsqu'une femme porte plainte pour viol. C'est aussi ce qu'ont vécu 80% des victimes de féminicide qui avaient porté plainte avant d'être assassinées. Attention, les faits relatés qui vont suivre parlent de violences physiques, psychologiques et sexuelles et peuvent être difficiles à entendre pour certaines personnes. Les chiffres sont absolument accablants. À la fin, moins d'1% des plaintes pour viol aboutissent à des condamnations. Comment ces violences systémiques que subissent les femmes à des échelles aussi importantes peuvent-elles rester impunies ? Pourquoi est-il aussi difficile de porter plainte ? Comment faire comprendre que les femmes ne sont pas des objets que l'on peut agresser, violer, tuer si derrière, la justice ne condamne pas souvent les auteurs de ces méfaits ? C'est la question que s'est posée l'avocate et militante féministe Violaine de Philippi Sabat dans son premier livre « Comment faire en sorte que l'écrasante majorité des violences faites aux femmes cessent d'être impunies et ignorées ?» Violaine de Philippi Sabat, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes avocate, engagée pour le droit des femmes, vous êtes également porte-parole d'Oser le féminisme et vous venez de publier ce livre, classé sans suite les femmes victimes de violences face à la justice aux éditions Payot. Et donc vous assistez des femmes, vous travaillez avec ces femmes qui justement font le pas, sautent le pas, d'aller porter plainte après avoir subi des violences sexuelles, des violences physiques, des violences même psychologiques, c'est comme ça, pour essayer d'aller jusqu'au bout de ce processus de justice. Et ce qu'on constate, et c'est tous les chiffres que j'ai pu donner en introduction, c'est que c'est très compliqué d'obtenir justice quand on est une femme, et c'est très compliqué non seulement d'aller au procès et de faire face à la justice, mais c'est très compliqué déjà de porter plainte. Déjà. Et donc votre livre, dans toute sa première partie, reprend vraiment étape par étape ce processus de qu'est-ce que ça veut dire quand on est une femme et qu'on va aller porter plainte parce qu'on a subi des violences. Vous qualifiez carrément ça de parcours du combattant, de parcours de combattante, du coup. Et vous dites que déjà, dès le début, c'est la double peine puisqu'une femme va porter plainte souvent seule devant l'interphone. Et oui, et on ne sait même pas qu'on peut être assisté par une ou un avocat généralement, puisque si maintenant c'est prévu par le code de procédure, c'est-à-dire qu'il est précisé qu'à toutes les étapes on peut être assisté. D'ailleurs, c'est grâce au travail d'une consoeur engagée qui a fait modifier cet article. Oui, donc si moi, par exemple, je vais aller porter plainte pour agression sexuelle, je peux aller au commissariat avec mon avocat. Tout à fait. Et d'ailleurs, les forces de l'ordre sont censées vous le dire, mais en fait, c'est jamais fait. Donc on arrive devant l'interphone la plupart du temps seul parce qu'on ne sait pas, ou parce qu'on n'a pas d'avocat ou d'avocate. Ouais. Et on doit déjà expliquer à l'interphone en pleine rue, en fait, c'est ça. Ce qu'on vient faire. Alors, ça dépend de là où vous sonnez. Parfois, c'est juste « bonjour, je viens déposer plainte ». Parfois, c'est vrai qu'il peut y avoir des questions dès l'interphone. Ensuite, vous rentrez, vous arrivez au comptoir qui est dans une sorte d'open space. Et puis, vous devez donc attendre et vous devez redire pourquoi vous venez. Donc là, il y a un fantastique code couleur qui a été soi-disant instauré qui vous permet de dire orange si vous venez pour violence sexuelle ou conjugale et qui est censé garantir la confidentialité. Bon, déjà, comme il est affiché de partout, si quelqu'un... Vous vous mettez dans la file orange devant tout le monde pour dire bonjour, je viens porter plainte pour agression sexuelle. C'est pas tout à fait une file, mais vous avez compris l'idée, c'est-à-dire que effectivement vous dites orange au comptoir sur la même file, mais comme il y a peut-être 1 mètre d'écart avec la bande de confidentialité, en fait si vous dites orange, tout le monde a compris. Et puis de toute manière, en réalité, ce code n'est pas appliqué. Je m'en entretenais avec une policière récemment. Et vraiment, c'était dans une optique d'échange. Je voulais juste savoir son ressenti. J'avais pas de parti pris. Je lui ai dit alors vous l'utilisez ce code, comment ça se passe ? Et je vous assure qu'elle m'a dit de façon tout à fait immédiate et voilà spontanée. Elle s'est retournée, elle m'a dit ah ça non, je crois que c'est pour donner un côté ludique. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, et puis, les femmes que j'assiste, quand elles ont été déposées plainte sans moi, pour celles que j'ai assistées après, elles m'ont dit que, en fait, elles sont tellement dans leur tête, et on comprend pourquoi, que, en fait, elles n'ont pas vu le code, et elles ont dit bonjour. Par exemple, une femme que j'assiste dans un procès pour viol collectif m'a dit, j'ai dit que je venais à déposer plainte pour viol, et on m'a répondu, donc le policier, c'est-à-dire. Donc devant tout le monde, il faut raconter viol collectif. C'est-à-dire il veut un dessin. Enfin, je veux dire, vous voyez, on marche sur la tête, quoi. Et donc ensuite, parfois, les femmes doivent faire face à la dissuasion des policiers de porter plainte tout court. Oui. Voilà, de toute façon, ça n'a aucune chance d'aboutir. Ça sert à rien qu'on prenne votre plainte. Exactement. Pour résister à ça, il faut parfois insister. Et parfois c'est explicite, parfois c'est implicite. Donc parfois ça peut être
effectivement explicite. Vous êtes sûr que vous voulez déposer plainte, donc la phrase elle est clairement dite. Et parfois c'est implicite parce que ça va être des questions qui mettent mal à l'aise ou qui font se sentir mal la victime. Parfois c'est de façon inconsciente chez la policière ou le policier qui dit cette phrase. On peut pas non plus reprocher à tous et à toutes d'avoir consciemment voulu dissuader, mais ça va être des phrases de type, typiquement quand on dit c'est-à-dire en parlant d'un viol, ça dissuade, ça peut dissuader. La femme en question que j'assiste dans ce dossier, elle m'a dit, moi c'est vrai que je me suis posé la question de pourquoi il me demandait c'est-à-dire. Je me suis sentie pas crue dès le départ alors qu'elle était encore à l'accueil. Et sinon, ça peut être au stade de l'audition, donc quand vous expliquez et que vous déposez la plainte vraiment, ça peut être des questions de type mais pourquoi vous étiez en culotte sur son lit si vous vouliez pas de relation sexuelle, enfin. Oui, parce que c'est ce que vous appelez le festival du sexisme ordinaire dans votre livre, ce moment du dépôt de plainte où là on est auditionné et il y a des questions qui sont complètement inappropriées. On en a déjà quand même de plus en plus entendu parler dans les médias où on va demander effectivement comment on était habillé, pourquoi on était là, pourquoi on n'a pas dit non à tel moment. En ne prenant pas du tout en compte les phénomènes qui peuvent s'opérer comme la sidération. Oui, tout à fait. On a toujours cette image, et c'est ce que vous rappelez, qui est lié aussi à cette culture qu'on peut avoir, que si on est violé, c'est dans une ruelle sombre, voilà, tout à fait. par des inconnus qui vous sautent sauvagement dessus. Alors qu'évidemment, ce n'est 9 pas... cas sur 10, c'est une personne connue de la victime, et ça s'opère avec, ça peut être de l'emprise, ça peut être de la pression psychologique, et donc ça peut créer des comportements qui sont parfois rendus comme suspects par les policiers lors de l'audition. Et donc ça, déjà, en fait, ça dissuade. Déjà, Effectivement. Et on n'est même pas au stade de la justice, là. On est juste au stade du dépôt de plainte. Et on parlait du cas des viols, mais c'est aussi plus largement le cas pour toutes les agressions faites aux femmes. Alors, par exemple, en fait, dans à peu près 7,5 cas sur 10, toute infraction confondue sur les violences faites aux femmes, l'agresseur est un proche de la victime. Donc, ce qu'on parlait des viols sur la statistique. Mais de manière générale, c'est effectivement pas le schéma qu'on a dans la tête, c'est-à-dire qu'on se dit et parfois effectivement ça arrive, ça doit être condamné et on doit se battre contre le harcèlement de rue et contre les agressions de rue, évidemment. Mais néanmoins, il ne faut pas oublier que dans la plupart des cas, en fait, c'est un copain, un voisin, un cousin qui vous frappe, qui vous intimide, qui vous menace, et que tout le monde trouve par ailleurs très sympa. Ah mais il est très gentil. Alors moi aussi j'étais victime et c'est vrai que les réactions quand j'ai commencé à vraiment essayer de conscientiser tout ça et d'arrêter d'être dans le déni, ça a été non, mais il est médecin, donc j'étais en fin d'études de médecine. Oui, vous le dites au début, vous avez des victimes de viol. C'est tout à fait ces réactions-là qui se retrouvent chez les femmes que j'assiste. C'est-à-dire que, et même elles-mêmes, elles ont tellement intégré les schémas que parfois elles me disent, par exemple Magali qui témoigne dans mon livre et que je remercie d'ailleurs, explique pourquoi elle a recouché avec son agresseur, son violeur, parce qu'en fait elle voulait pas que ça existe. Donc ça c'est de la sidération, etc. Et du déni. Et puis ensuite quand vous commencez à essayer de conscientiser, que vous êtes dans des va-et-vient de conscientisation, en fait, les proches parfois ils sont pas formés à ces questions-là, souvent même pas que parfois, et parfois même les médecins le sont pas, et souvent aussi ils le sont pas. Heureusement aujourd'hui il y a des centres comme le centre de psychotrauma à Paris qui est extrêmement bien et qui est remboursé par la sécurité sociale même pour les consultations psychologiques, donc pas que de psychiatrie, mais c'est trop rare. Et ce qui fait qu'en tant que victime, on sait pas en fait où aller, à qui parler, et parfois malgré eux, les personnes de notre entourage peuvent avoir des réactions qui font encore plus de mal. Donc déjà, souvent, en fait, aller porter plainte, c'est le moment où on a pris conscience de ce qui s'est passé, sachant qu'il est extrêmement difficile pour une femme victime de violences, d'ailleurs, en tout genre, mais de se dire qu'on a vécu ça et que ça demande réparation, et c'est un peu vertigineux, en tout cas pour beaucoup d'entre elles. Et donc, c'est déjà, la plupart d'entre elles ne portent pas plainte. Donc, quand elles franchissent la porte d'un commissariat, on l'a dit, il y a déjà tout ce long processus qui est difficile, notamment cette audition qui est empreinte, dans de nombreux cas qui ont été rapportés, de sexisme ordinaire. C'est-à-dire que les policiers veulent pas forcément mal faire. Voilà. Simplement, ça leur paraît suspect parce que on a ces représentations. Vous le dites, c'est un manque de formation. Ensuite, il y a l'attente interminable. Oui, c'est-à-dire après qu'on le dépôt part de plainte. Et là, rien. C'est déjà tellement difficile de prendre la décision d'aller déposer plainte que ensuite, quand on rentre chez soi, et en fait, on ne sait rien. Et souvent, quand les femmes partent du commissariat de la gendarmerie, comme elles sont dans cette espèce de tunnel,
très logiquement, elles ne pensent pas demander des informations à ce moment-là. Elles ont envie de rentrer, on comprend bien pourquoi, et de se reposer. Donc, en fait, on devrait leur donner des informations. Elles devraient pouvoir suivre l'évolution de la plainte, par exemple, par une plateforme en ligne où on peut imaginer que quelque chose soit fait en ce sens, où vous pourriez suivre ne serait-ce... Qu'est-ce qui se passe, quel statut de la plainte Ne serait-ce que de savoir si ça a été classé, en fait. Parce que parfois... Classé sans suite, donc c'est le titre du livre. Parfois, on ne sait même pas si ça a été classé. Et donc, en fait, un jour, on essaie de téléphoner, et puis, en fait, on est renvoyé de service en service, et puis, finalement, on nous dit d'écrire pour avoir une réponse sur le classement et la copie du dossier, et puis la copie n'arrive jamais. Même en tant qu'avocate, quand je suis sur des parquets qui ne sont pas à Paris, parce que maintenant, j'exerce au barreau de Paris, là, j'ai un dossier à Lyon, une jeune femme que j'assiste bénévolement qui a été victime d'un viol pendant ses études. Elle les a terminées tout juste. J'ai demandé la copie du dossier. Bon, je suis bénévole dans le dossier, donc j'ai pas pu me déplacer tout de suite au parquet. J'ai essayé par recommandé, par fax, par téléphone. J'ai eu le service de copie pénale du greffe. Ils m'ont dit oui, c'est bon, cette fois-ci, on vous l'envoie. Enfin, ça devait arriver. Et j'ai toujours pas. Donc, on a pris attache avec un cabinet local pour se déplacer au parquet pour récupérer 500 € d'honoraires. On nous a demandé. Donc, comme je suis bénévole, en fait, on n'a pas ces 500 € là parce que j'ai pas demandé à la femme que j'assiste non plus. Donc, finalement, je vais y aller d'ailleurs dans le cadre d'un déplacement pour le livre. Et je vais passer au parquet pour récupérer la copie. Mais est-ce que c'est normal qu'on demande à une femme de dépenser 500 € pour que... Enfin, c'est dingue. On devrait avoir accès librement aux informations. Oui, donc c'est une douleur de plus pour ces femmes qui savent pas en fait ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on dépose plainte avec les potentielles conséquences que ça va avoir. Et dans les potentielles conséquences, parfois, c'est classé sans suite, sans enquête. Et la majorité des très cas, peu d'enquête. Et ça, c'est les chiffres du ministère. C'est-à-dire que le ministère, dans un rapport de 2019, l'Inspection générale de la justice, IGJ, a fait une enquête sur les victimes de féminicide. Et donc, avant qu'elles décèdent, pour celles qui avaient signalé les violences, le rapport pointe que dans 8 cas sur 10, ça avait été classé. Donc, ça veut dire qu'on aurait pu les sauver s'il y avait une enquête. Et le rapport dit, principalement pour manque d'investigation. Alors, je veux bien que ce soit compliqué de trouver des preuves, mais si on ne cherche pas, si on ne fait pas des investigations, elles ne vont pas tomber du ciel, les preuves. Et le rapport dit, souvent, pas d'audition de l'accusé, c'est-à-dire qu'en fait, rien, et quasiment jamais d'enquête d'environnement. L'enquête d'environnement, c'est un acte d'enquête qui consiste à faire une enquête sur l'entourage, appeler les anciennes compagnes, se renseigner par exemple à son travail. Et donc ça n'a quasiment jamais été fait dans les dossiers où ces femmes sont décédées lorsqu'elles avaient déjà signalé les violences avant. Oui, donc elles appellent de l'aide. Voilà. Elles appellent à l'aide, elles vont au poste de police, elles vont porter plainte pour violence physique ou pour menace. Et effectivement, il n'y a même pas d'enquête. En fait. Donc ça ne peut pas arriver. Et quand il y a une enquête, là, vous pointez les défaillances qu'il peut y avoir, notamment lors de la potentielle confrontation. Confrontation donc avec l'agresseur, qui peut être parfois très difficile à vivre pour la victime. Confrontation qui n'est, vous le rappelez, pas obligatoire. On a le droit en tant que victime de refuser cette confrontation, mais qui est vivement recommandée si on veut éviter qu'elle soit classée sans suite. Exactement. C'est un peu tout le cercle. Et là, on retombe encore sur le manque de formation des acteurs judiciaires, que ce soit les avocates, les avocats, les policiers, les policières, enfin... Non, puis c'est le fait de parfois pas ménager la victime. Oui, c'est ça. Raconter ce qui est face à son agresseur, ce qui est une épreuve psychologique. Parce que vous, tout ce que vous appelez à faire, c'est vraiment à prendre en compte les difficultés psychologiques que traverse une victime de violences sexistes. C'est ça, d'être formé à ce qui se passe dans sa tête, en fait. Que ce soit la mémoire traumatique, le trouble de stress post-traumatique, c'est encore des choses mal connues. En fait, c'est des mécanismes que le cerveau met en place pour protéger la santé de la personne concernée, parce que ça peut avoir des répercussions physiques, notamment sur le stress dans le corps, etc. Et donc, notre organisme est bien fait et il peut mettre en place des mécanismes de dissociation, notamment, ce qui fait que parfois, en audition ou en confrontation, la victime, elle a l'air d'être un peu stone. Enfin, il y a différentes façons de réagir, mais ce qui donne parfois l'impression aux personnes qui l'auditionnent, les enquêteurs, que bon, en fait, elle n'a pas l'air d'aller tellement mal. Et d'ailleurs, c'est Lydie qui a aussi accepté de témoigner dans le livre, qui raconte, en fait, moi, le policier m'a dit « Vous n'avez pas l'air d'aller si mal. Moi, je vois beaucoup de femmes victimes, elles n'ont pas l'air comme vous. » Mais enfin, quand bien même, lui, il se fait une idée, déjà, il n'a pas à la dire de ce que ça doit être, et puis il n'a pas à juger, on est comme on est. Et donc, ça montre qu'il était très mal formé sur ces questions. Il a même menacé de la placer en garde à vue ensuite, parce que, soi-disant, d'après lui, elle mentait. Elle mentait, oui. Ça, pour le coup, les menaces de placement en garde à vue des victimes, on ne va pas se mentir, c'est rare.
heureusement. Maintenant, le mauvais accompagnement et le fait que les questions soient complètement hors sol et qu'on n'ait pas de nouvelles en fait, du processus d'enquête, ça, c'est très récurrent. Et ensuite, il y a cet examen médical et une expertise psychologique, donc nouvelle épreuve qui est parfois infligée aux victimes. Ouais. L'examen médical, c'est ce qu'elles peuvent faire quand elles viennent, souvent entre guillemets, d'être violées ou de recevoir des coups, ou qu'on peut trouver des traces donc physiques ou même psychologiques, puisqu'on peut diagnostiquer un syndrome de stress post-traumatique. Tout à fait, ouais. Donc ça passe par un examen médical et parfois une expertise psychologique pour déterminer quoi. Tout à fait. C'est ça ma question. C'est pour déterminer les lésions psychologiques. Et par exemple, alors ça, je l'ai reçu après avoir fini d'écrire le livre, et donc bien après, pour rien vous cacher, il y a quelques jours, je regarde un dossier, un rapport d'expertise donc du médecin, et il y avait marqué « contexte de conjugopathie ». Dans le dossier. Alors, c'est quoi la conjugopathie ? Qu'est-ce que la conjugopathie ? Écoutez, en écrivant le livre, il y a une ancienne policière en charge des violences intrafamiliales qui m'avait dit que ce terme était utilisé à l'oral. Et effectivement, moi, je n'avais pas encore vu dans un dossier parce que à l'écrit, quand même, on va dire qu'ils ont compris qu'il ne fallait pas l'écrire. Mais en fait, c'est cette idée qu'il y a une maladie inhérente aux relations sentimentales ou de couple qui ferait que, dans ce contexte maladif, finalement, il y ait des coups qui ne seraient pas des vraies agressions ou des viols qui ne seraient pas des vraies agressions, puisque ce serait un contexte de conjugopathie, cette idée en fait de situation conflictuelle dans un couple. Et donc là, je l'ai vu marqué noir sur blanc par un psy dans un rapport d'expertise. C'est pas parce qu'il y a un couple que les agressions qui s'y passent et qui certes sont dans le cadre intime, mais elles ne sont pas des vraies agressions, ce sont de vraies agressions. Oui, et donc ça, c'est encore une fois, on reste sur la partie policière de tout ça. Qu'est-ce qui se passe ensuite pour une personne, une victime, qui va passer ce cap où l'affaire ne va pas être classée sans suite? Donc, on le rappelle, ça concerne 20% des dossiers. Oui, ça concerne peu de dossiers. Déjà, ça concerne pas beaucoup de dossiers. Et qui va aller à la justice. En quoi est-ce que ça peut continuer à être une épreuve, un parcours de combattante? Oui. Alors après, ça dépend des infractions, puisque ça peut aller au tribunal correctionnel, comme ça peut aller en cour d'assises, comme ça peut aller devant les nouvelles cours avec des magistrats professionnels. Donc, ça dépend de l'orientation que va donner le parquet au dossier. Il peut y avoir une phase d'instruction, notamment pour les crimes comme le viol. Il y a la phase d'instruction avant la cour d'assises. Et donc, tout ça est très long. Et en fait, de la même manière qu'il n'y avait pas d'information avant, il n'y en a pas plus après. Et après, il faut repasser devant la justice, il faut réexpliquer tout ce qu'on a vécu. Il faut réexpliquer devant les juges. Et il faut écouter aussi l'avocat de la défense. En général, c'est très désagréable. En tout cas, ce qu'on constate quand on explique tout ça, et je voulais qu'on prenne le temps de l'expliquer, parce que si on n'a pas porté plainte avant, on ne sait pas en fait ce que c'est. Et il y a beaucoup de gens qui ont cette idée de si vous êtes une femme et vous êtes victime, vous n'avez qu'à porter plainte. Et c'est d'ailleurs ce qui a été reproché à des femmes qui ont pu aller dans les médias ou des femmes qui ont pu exprimer même une souffrance de quelque chose qu'elles avaient vécu. C'était mais vous n'avez qu'à porter plainte. Oui, qu'est-ce que vous faites là? Le tribunal médiatique, c'est mal. Voilà. Non, mais vraiment, c'est d'essayer de comprendre déjà le parcours que ça peut être. Vous parlez même de double peine. Oui, le fait qu'on a très peu de chances d'obtenir gain de cause, c'est-à-dire d'obtenir une forme de justice, parce que souvent c'est pour ça qu'on va porter plainte, c'est pour que la personne, l'agresseur, soit jugé, soit condamné. À la fin, pour les cas de viol, c'est 1% des agresseurs accusés, enfin ou des présumés accusés, oui, c'est ça. On dit ça, qui aboutissent à une condamnation. Oui. Donc, à la fin, moi, de ce récit, je me dis, mais est-ce que vous, en tant qu'avocate, vous conseillez aux femmes victimes de porter plainte? Écoutez, en tout cas, je leur dis que c'est une possibilité, mais je dis jamais il faut le faire. Déjà, je serais mal placée pour le dire, parce que moi-même, j'ai jamais envoyé ma plainte en tant qu'ancienne victime. Donc, je comprends tout ce processus qui se passe. Comme je sais ce qui se passe ensuite, moi, en fait, c'est simple. Je leur dis, vous pouvez déposer plainte, ça permet effectivement de sortir de l'invisibilisation les violences, et ça fait monter les chiffres. Et ça, c'est quand on a le courage de le faire, c'est formidable, parce que ça permet vraiment de faire passer un message. On le voit à travers les rapports et les stats, et c'est aujourd'hui aussi pour ça qu'on en parle plus. Et ça permet aussi peut-être à d'autres femmes de ne pas être en danger, ou de moins être en danger, puisque ça met plusieurs plaintes se rejoignent. J'aimerais bien qu'elles se rejoignent, mais c'est pas toujours le cas. Hein. Oui, ils sont censés faire des recoupements, mais pour faire des recoupements, il faut faire une enquête. Et donc, quand il n'y a pas d'enquête, on ne peut pas recouper. Donc, je leur dis, vous avez cette possibilité-là. Maintenant, voilà comment ça va se passer. Alors, je ne les désincite pas non plus. Je leur dis, voilà, peut-être que pour vous aussi, ça peut être... je leur dis d'en parler avec leur psychologue, quand elles en ont un. Et quand elles n'en ont pas, je leur recommande d'en trouver un spécialisé en TSPT, en mémoire traumatique. De bien y réfléchir, de leur dire que c'est une possibilité, mais que par contre, cette possibilité, il faut y être préparé. Et
À l'inverse, je leur dis, voilà, par contre, c'est pas une obligation. Il n'y a pas d'injonction à faire peser encore sur les femmes de devoir déposer plainte. Si vous avez envie de combattre pour les droits des femmes, il y a d'autres façons de le faire que de déposer plainte. Peut-être que dans un premier temps, vous avez besoin de prendre soin de vous. Enfin, je leur dis, voilà, c'est pas une injonction. Donc, ce discours de « il faut déposer plainte », non, il y en a qui ont envie d'écrire des livres, il y en a qui ont envie juste d'être tranquille et de rien en faire. De se remettre. D'oublier. De faire de l'EMDR, du yoga. Enfin, en fait, chaque femme est différente. Et dans les femmes que j'assiste, il n'y en a jamais une qui a le même choix qu'une autre, tout à fait. Enfin, il y a plusieurs façons de s'en remettre. Des parcours extrêmement différents. Est-ce que vous considérez, vous, après toutes ces années d'exercice en tant qu'avocate à défendre des femmes victimes de violences, est-ce que vous considérez que la justice est sexiste ? Oui, moi je considère que l'appareil judiciaire est tout à fait sexiste, puisque en réalité, si les enquêtes sont mal faites ou pas faites, c'est parce qu'il y a des priorités. Les priorités, donc manque de moyens, manque de budget. Et quand on remonte, ça veut dire quoi ? Ça veut dire pas assez de politique pénale forte contre les violences faites aux femmes. Donc on en revient à ces espèces de stéréotypes qui sous-tendent tout, de penser que en fait il y a des agressions qui seraient pas des vraies agressions, donc c'est pas si grave, donc c'est la conjugopathie, donc elles exagèrent, et donc en fait on met pas assez d'argent pour investiguer. Oui, puis ce que vous expliquez, c'est qu'il y a vraiment cette idée de bonne victime et de fausse victime. Et que la bonne victime, c'est la femme qui va être agressée par 5 hommes dans la rue. Exactement. Parce que ça correspond à ce cliché qu'on a collectivement de l'agression, la vraie, c'est-à-dire où la victime n'a aucune responsabilité. Et ensuite, il y a toutes ces fausses victimes qui sont en fait majoritaires. Je dis bien fausses victimes, évidemment, c'est pas mon qualificatif. C'est vraiment la manière dont la justice et la police peuvent parfois les considérer. Fausses victimes avec des guillemets, bien sûr. Bien sûr, avec des guillemets, qui sont ces femmes qui ont été agressées par des personnes qu'elles connaissent, qui sont restées après dans le couple où elles ont été, par exemple, parce que dans le cadre d'un couple où elles ont été agressées, qui ne sont pas allées porter plainte tout de suite, qui n'ont pas forcément été victimes de violences physiques, mais de violences, de contraintes physiques nécessairement, où il y a plein de paramètres, d'autres paramètres qui jouent, qui sont très méconnus et qui font que la justice ne va pas les traiter de la même manière. En fait, c'est tout cet imaginaire sexiste qui se répercute à la fois sur ce que va être une vraie ou une fausse agression avec des guillemets. Donc, comme vous le dites dans la rue, d'ailleurs, c'est le dossier qui va en assise l'année prochaine, c'est viol collectif. Il y a 3 hommes et c'était sur un parking. Enfin, c'est vraiment l'imaginaire. Oui. Ouais, c'est l'imaginaire qu'on a et les autres finalement, les viols conjugaux qui vont pas avoir droit à un jugement forcément parce que on considère et les agressions physiques où il n'y a pas forcément de traces de coups qu'on peut voir. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on voit pas les traces de coups quand la personne elle vient déposer plainte qu'il faut faire une enquête d'environnement pour voir s'il n'a pas été violent avec d'autres ex-compagnes. Si on peut pas. Oui, parfois il y a plus les traces de coups au moment où on va porter plainte. Ça veut pas dire que c'est faux et ça veut pas dire qu'il n'a pas été violent et donc on n'investigue souvent pas. Donc oui, c'est cet imaginaire-là, il est aussi sur les victimes. C'est-à-dire c'est quoi une vraie victime, une fausse victime dans l'attitude, et un vrai agresseur presque aussi. Le vrai agresseur, le faux agresseur. Enfin, on peut appliquer ça à tous les. Oui, c'est qu'on se représente cet homme dur, violent, qui est désagréable, qui serait mal inséré socialement, qui est l'agresseur tel qu'on se le représente. Et vous disiez plutôt un jeune médecin pour qui tout va bien, et qui est très poli et qui correspond aux normes sociales. On a plus de mal à imaginer que ça puisse peut être dans notre entourage agresseur. après. Donc, la plupart des femmes qui sont agressées par un proche, que ce soit un viol encore une fois ou des infractions physiques, enfin des blessures physiques, elles ont du mal à en parler parce que il y a aussi ce côté ah bon mais c'est étonnant, t'es sûr, il est si sympa, oui il est si gentil. Ce que vous dites, c'est que cet imaginaire-là infuse dans la justice tout le temps et ça revient. Et donc le sexisme ordinaire qu'on constate dans la société de manière générale, ce que vous expliquez dans un chapitre, on le retrouve dans la justice, dans la police, et que ça, c'est un problème, et qu'on porte aussi le poids d'un héritage historique. Et ça, c'est une nouvelle partie. Alors, j'ai appris des choses assez étonnantes dans ce livre, que je ne connaissais pas, qui est que, par exemple, dans la loi, jusqu'en 1975, un homme qui surprenait sa femme en train de la tromper au domicile conjugal pouvait la tuer. C'était jugé potentiellement excusable. Voilà. Il y avait une excuse potentielle qui pouvait être retenue par la justice parce qu'elle a trompé son mari. Ou encore, ce n'est qu'en 1990, donc c'est vraiment très récent, que la Cour de cassation a reconnu pour la première fois qu'une femme mariée puisse refuser d'avoir des relations sexuelles avec son mari, donc qu'elle puisse l'accuser de viol, puisque c'est quoi, avant on considérait que
qu'un homme qui couchait avec sa femme ou qui violait sa femme, ça ne pouvait pas être un viol puisque c'était sa femme, sa propriété. Exactement, c'est ça. Et donc tout ça, ça découle effectivement d'une tradition légale qui a été longtemps ancrée. Jusqu'à la Révolution française, c'était la justice divine, puisque l'État de droit n'était pas laïque, donc on appliquait les dogmes religieux. Sur ce point de pouvoir tuer sa femme en étant excusé s'il y a un adultère ou domicile conjugal, ça vient d'une interprétation par saint Thomas d'Aquin qu'on retrouve dans son ouvrage Somme théologique, qui explique, c'est OK s'il y a un adultère de pouvoir tuer sa femme. Et cette interprétation-là, donc, qui était jusqu'à la Révolution française fondée sur des dogmes chrétiens, à la Révolution, les lois deviennent laïques. Il y a la Déclaration des droits de l'homme, fantastique bien sûr pour les femmes, puisqu'on n'y était pas. Le Code civil et le Code pénal, en fait, finalement, retranscrivent, mais de manière laïque, toute notre oppression anciennement fondée sous l'Ancien Régime sur la religion. Et de telle façon que le Code civil, c'est le chef de famille, c'est l'homme, et les femmes ne peuvent rien faire en fait sans autorisation du mari. On ne pouvait pas déposer plainte jusqu'en 1938 sans l'autorisation de notre mari, et s'il refusait, il fallait contester son refus en justice. Donc voilà. Et dans le Code pénal, il y avait cet article qui a perduré jusqu'en 1975, ce qui est complètement délirant. Et effectivement, la première fois que la Cour de cassation a reconnu une mise en accusation pour viol conjugal, c'était en 1990. Donc on est quand même dans des faits. Et donc en fait, avec cet héritage et encore, vous dites, il pèse encore en fait sur la justice. Je me dis finalement la machine judiciaire qu'on utilise pour combattre les violences faites aux femmes, c'est celle qui les a permises. Donc on est. Les lois ont changé aujourd'hui. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, les lois n'autorisent plus officiellement. Oui, plus maintenant. Mais c'était autorisé et donc. Voilà, les mentalités prennent peut-être plus de temps à changer que les textes. En tout cas, ce que vous expliquez, c'est que clairement, dans les faits, on n'arrive pas à combattre ces violences. On a encore des chiffres complètement accablants sur l'état des violences faites aux femmes en France. Ça recule pas ou peu chaque année, en dépit des nombreux plans qui ont été annoncés par le gouvernement. Les grandes causes du quinquennat. Le Grenelle. La grande cause du quinquennat. C'est ça, la grande cause du quinquennat, où en fait, aujourd'hui, on a toujours un problème systémique, pour le coup, de viol, de violences sexistes de manière générale, et de féminicide, dont on a beaucoup parlé, parce que le féminicide, c'est le moment où on est obligé de croire la femme, puisqu'elle est morte. Voilà. Donc, effectivement, elle disait vrai quand elle est allée dénoncer son potentiel conjoint ou ex-conjoint violent, puisqu'elle a fini par se faire tuer, mais on continue, en fait, à avoir des centaines des dizaines ou des centaines, en fonction des années, de féminicides en France. On n'arrive pas à lutter contre ça. On va arriver aux solutions, un petit peu, parce que la justice est quand même je trouve, un domaine extrêmement complexe à traiter, parce qu'effectivement, et on l'a dit en préambule, il y a cette question de la présomption d'innocence, et il y a beaucoup de violences qui sont faites aux femmes, qui ne sont pas prouvables, ou pas forcément, on ne peut pas avoir des preuves facilement. Je pense à la question des violences sexuelles, où parfois elles vont porter plainte des années après, ou certaines violences physiques ou même psychologiques, des menaces, où on sait que les femmes subissent ça de manière systémique, mais quand elles vont porter plainte, pour une partie d'entre elles, il n'y a pas de preuves. Comment est-ce qu'on fait, dans un état de droit, pour tout de même les mettre en sécurité ou pour condamner leur agresseur, sachant que moi, ça me paraît quand même logique qu'on ne condamne pas des gens sur la base de simples dires. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'effectivement, une des recommandations que je fais dans le livre, c'est de ne pas pouvoir classer sans un minimum d'investigation. C'est-à-dire peut-être qu'on en conclura qu'il n'y a pas de preuves, mais au moins on les aura cherchées. Et c'est pour ça que je suggère fortement de réfléchir à instaurer une obligation, finalement, pour les parquets de ne pas classer avant que soit réalisée l'audition de l'homme concerné, une enquête d'environnement incluant les ex-compagnes, les saisies des téléphones portables, parce qu'on sait comment il y a tout maintenant sur nos smartphones, pour regarder s'il y a des messages effacés, etc. Et ensuite de classer si vraiment il n'y a rien à la lumière de ces enquêtes-là, mais qui ne sont pas faites ou pas faites correctement pour l'instant. Et j'allais dire, je pense que c'est effectivement une histoire de phase aussi au niveau de l'évolution historique, et j'espère qu'on va en ce sens, c'est-à-dire que dans un premier temps, on n'avait pas de droit, puis finalement, les féministes se sont battues au XXe siècle pour faire changer les lois. Enfin, elles se sont battues avant aussi, mais les textes de loi ont changé au XXe siècle. Puis au XXIe siècle, on est sur la mise en application. Et je pense que c'est vraiment ce combat pour l'effectivité, pour l'application des textes qui ont changé, c'est celui de notre siècle, en tout cas pour notre système judiciaire français. En tout cas, pour ça, il faut déjà faire le constat de ces dysfonctionnements. Votre livre, je trouve qu'il est je le dis pas du tout de manière négative, il est grand public. C'est vraiment un livre qu'on peut comprendre si on n'est pas du tout sensibilisé au féminisme, si on n'est pas du tout sensibilisé à ces questions de violences faites aux femmes. Moi, je trouve c'est un excellent résumé de toute cette difficulté de parcours, de tout ce que parfois certains ne comprennent pas, et sincèrement en disant va porter plainte. En fait, voilà sur 190 pages, pourquoi c'est beaucoup plus compliqué que ça de porter plainte. Pourquoi
la justice ne rend pas vraiment justice aux femmes dans de très nombreux cas. Et en dernière partie, vous avez commencé à l'évoquer, vous proposez des solutions, vous, en tant qu'avocate. Donc vous l'avez dit, premièrement, investiguer avant de classer sans suite. Donc ça demande des moyens, ça demande de donner des moyens à la police aussi, qui croule sous les procédures. Et qui n'a pas, enfin, ils sont très nombreux à le dénoncer. Ils n'ont pas assez de moyens, d'effectifs. Ils n'ont pas assez de moyens matériels. Donc il y a vraiment une question de moyens donnés à la police. Ensuite, vous dites qu'il faudrait mieux informer les victimes sur leurs droits, puisqu'on l'a dit, elles ne sont souvent pas au courant qu'elles ont le droit d'avoir un avocat ou une avocate à leur côté. Également de rendre l'assistance juridique gratuite pour les violences sexuelles ou conjugales. Pourquoi est-ce que ça, c'est important ? Qu'est-ce que c'est que l'assistance juridique ? En gros, ce serait la prise en charge par l'État des frais d'avocat dès le dépôt de plainte, d'avocat ou d'avocate dès le dépôt de plainte, puisqu'aujourd'hui, une femme qui n'a pas de ressources nécessaires pour payer un conseil juridique, elle peut avoir l'aide juridictionnelle, donc c'est-à-dire une prise en charge par l'État, mais pas dès le dépôt de plainte. Cet acte-là, il n'est pas inclus dans les grilles qui nous permettent, pour les avocats, d'être rémunérés à ce stade, ce qui fait que ça résulte sur en fait cette impression que ont certains confrères et consoeurs, et je comprends cette impression-là, puisque quand ils vont au correctionnel et qu'on plaide les dossiers, eux, ils voient des audiences en fait avec des audiences remplies, et donc me disent mais 80% de classement sans suite, mais t'es sûr ? Je dis bah oui, les statistiques de 2019 de l'IGJ, et puis moi ce que je vois. Et là ils me disent mais moi j'ai pas ça. Et bah oui, mais parce qu'en fait les femmes vous appellent pas avant, puisque il y en a qui peuvent pas payer des cabinets. Moi j'assiste à titre bénévole la plupart des femmes sur les dossiers de violence. C'est un choix de lutte politique clairement. Mais voilà, la prise en charge, l'accès au droit à la prise en charge pour les femmes pour toutes les femmes en fait, puisque quand bien même vous auriez des revenus qui vous permettent de payer l'assistance au dépôt de plainte, en vrai déjà vous savez pas combien ça va vous coûter, vous savez pas qui appeler, donc ce serait beaucoup plus simple de dire quand il arrive on vous prend tout en charge. Vous arrivez, on vous dit vous avez droit à une avocate ou un avocat pour ce type d'infraction, est-ce que vous voulez qu'on appelle quelqu'un de spécialisé ? Voilà, formidable, ce serait génial. Ensuite, dans les autres pistes de solutions que vous proposez de sanctionner les forces de police qui ne respectent pas la loi, c'est-à-dire ceux qui pourraient refuser un dépôt de plainte, ceux qui pourraient tenir des propos sexistes pendant une audition, enfin tous ces comportements qu'on peut avoir des forces de police qui peuvent faire non seulement du mal à la victime, mais surtout les dissuader d'aller plus loin dans la procédure, voire bloquer complètement des procédures. Voilà, il faudrait voir lesquelles, il faut en discuter, ça pourrait être disciplinaire, et puis il faut aussi que ça soit combiné avec de la formation, parce que sanctionner... C'est une autre mesure, c'est que vous dites mieux prendre en compte la mémoire traumatique dans le parcours judiciaire, vous l'avez évoqué plus tôt, c'est qu'effectivement ça va de pair avec une formation de plus globale. Toutes les personnes qui travaillent dans la justice et dans la police. Et ensuite, garantir, et je crois que c'est pour moi un des points les plus intéressants, c'est garantir l'effectivité des ordonnances de protection. Merci de le relever, parce que c'est vrai que c'est un peu technique, mais c'est... Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ordonnance de protection ? En fait, c'est une interdiction de s'approcher de la victime qui a été faite par un juge aux affaires familiales, c'est-à-dire un juge qui a constaté qu'il y avait un faisceau d'indices suffisant pour faire interdiction à l'homme concerné de s'approcher parce qu'il pourrait devenir dangereux s'il ne l'est pas déjà. Et quand vous avez cette décision de justice, à part l'encadrer, pour l'instant, ça ne sert pas à grand-chose. Parce qu'en fait, quand vous venez signaler qu'elle n'est pas respectée, et ça m'est arrivé plusieurs fois... Donc c'est quand un homme ne peut pas s'approcher d'une femme parce qu'il peut potentiellement lui faire du mal. C'est ça, ouais. Ça a été reconnu par la justice. C'est ça. Et plusieurs fois, des femmes m'ont dit, et j'ai vu, je suis allée dire qu'il était dans le quartier cet après-midi, et je l'ai fait passer en voiture, j'ai peur. Et je suis allée le signaler, il n'y a rien qui s'est passé. Et donc, en fait, là, systématiquement, il faudrait faire convoquer l'homme concerné, l'auditionner dans les 24 heures, gros max, pour voir, et puis borner son téléphone pour savoir s'il a... Maintenant, avec les systèmes de géolocalisation, je serais quand même assez étonnée qu'on ne puisse pas se débrouiller dans une enquête pour savoir où il était. Donc, évidemment, c'est possible. Et ça devrait être systématique, ça pourrait sauver des vies, en fait. Alors ça, c'est pour le côté vraiment police-justice. Et ensuite, vous appelez, comme de nombreuses féministes aujourd'hui, à mettre en place des programmes de formation dans les écoles. Oui, et à éduquer et à prévenir, parce qu'il y a aussi tout un travail de prévention qui pourrait éviter tout simplement la tenue de ces crimes ou ces infractions à de nombreuses reprises. Et donc, éviter aussi de surcharger la police, la justice, parce que c'est vraiment un problème de société. Moi, c'est pour ça que je choisis de faire une émission là-dessus aujourd'hui. C'est un problème qu'on a beaucoup de mal à traiter. En fait, c'est une question de moyens. On revient toujours à ça, mais c'est une question aussi de volonté politique, de moyens publics qui sont alloués. J'aimerais revenir sur un dernier point, toujours pour revenir sur la question de la justice pure, qui est votre domaine de spécialité. Vous appelez donc à prendre en compte la mémoire traumatique, voire à créer une juridiction spécialisée pour les femmes. Tout ça, ça a pour but
de rendre le dépôt de plainte, le parcours judiciaire plus facile Moins pour les difficile, victimes, en tout cas. moins difficile, en tout cas plus supportable. Et moi, je me demandais, est-ce que c'est vraiment le rôle de la justice ? Parce que c'est toujours, qu'on soit une femme ou qu'on soit un homme, ou quand on est victime de quelque chose, c'est toujours difficile d'aller porter plainte, d'aller devant le tribunal. C'est toujours une épreuve. Personne ne fait ça par égalité de cœur. Non, c'est sûr. Est-ce que c'est vraiment le rôle de la justice de prendre soin comme ça des individus ? Un des rôles de la justice, en tout cas, c'est de garantir un procès équitable. Et donc, pour garantir un procès équitable, il faut permettre les enquêtes. Et pour permettre les enquêtes, il faut prendre soin des victimes. Bon, on va finir sur ces mots. Merci beaucoup, Violaine de Philippis-Abat, d'être venue aujourd'hui sur le plateau de Blast. Je rappelle que votre livre, classé sans suite les femmes victimes de violences face à la justice, est disponible aux éditions Payot. Merci beaucoup d'avoir regardé cet entretien ou de l'avoir écouté en podcast. Je vous rappelle que Blast est un média indépendant qui vit grâce à vous, son audience. Donc si cet entretien vous a plu, n'hésitez pas à faire un don ou à vous abonner sur blast-info.fr. Et moi, je vous dis à très bientôt.